Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet épisode où aujourd'hui je vais répondre aux questions de mes clients francophones en fait. Pour les épisodes habituels, je les traduis dans les deux langues et je fais le même épisode dans les deux langues. Mais pour les Q&A, j'ai décidé de répondre aux questions qui m'ont été posées par mes clients anglophones en anglais et les questions qui m'ont été posées par les clients francophones en français parce que sinon ça me prendrait trop de temps et je n'ai pas assez de temps. Donc, si vous avez des questions d'ailleurs, si vous ne faites pas partie de mes clients, vous écoutez ce podcast, que vous avez des questions que auxquelles vous aimeriez que je réponde dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à me les envoyer sur les réseaux sociaux ou via mon site internet. Et si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller jeter une oreille sur la version anglaise de ce podcast où je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en anglais. Cette semaine, c'était une question sur la méditation, sur mon expérience avec la méditation, et une autre question qui était à quelle fréquence est-ce que je devrais pratiquer le yoga. Ok, la première question. Est-ce que les techniques de respiration, inspirées par une narine et expirées par l'autre, ont des effets sur les allergies printanières? Du coup, c'est une très bonne question et pour être honnête, j'ai dû me creuser la cervelle un peu et puis faire quelques recherches et je n'ai pas trouvé de recherche en particulier, de recherche scientifique qui validait mon ressenti, mon assumption. Donc, à prendre avec des pincettes, mais ce que j'ai envie de répondre spontanément, c'est que oui, ça peut. Certaines techniques, donc là, tu me parlais de la technique inspirée par une narine et expirée par l'autre, c'est Nadi Shodhana. Ça peut être une bonne technique, à mon avis. Voilà. Je pense qu'il y a deux points. Le premier point, c'est que les techniques de respiration ont un effet sur le système en entier. En fait, le fait de respirer mieux et plus profondément va avoir une influence sur le système immunitaire, sur le taux d'oxygène dans le sang, ce genre de choses. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, oui, ça peut avoir un effet sur comment le corps réagit, en fait, comment le corps combat les allergies en général et printanières, pourquoi pas. Le deuxième aspect, ça va être plus le côté physique que physiologique, où certaines techniques de respiration vont permettre de dégager les sinus, vont permettre de nettoyer un petit peu ce qui est à l'intérieur. Donc je pense par exemple au Kapalbhati, où on expire de façon j'ai plus le terme français, très 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 vive, voilà, très très fortement. On fait une grande expiration vive par le nez, je ne sais pas comment le dire autrement. Et Nadi Shodhana aussi, qui permet, donc c'est cette technique où on inspire par une narine et on expire par l'autre, ça peut permettre également de nettoyer les conduits. Donc je dirais que oui, potentiellement oui, et je pense que c'est à tester. En tout cas, on n'a rien à y perdre. Dans tous les cas, on respirera mieux ensuite. La deuxième question, qui est une question assez profonde aussi. Les pensées négatives ont tendance à surgir sans prévenir. Peut-on utiliser ce phénomène pour acquérir des réflexes utiles au quotidien? Alors, je ne vais pas faire genre, j'ai demandé à mon élève de m'expliquer un peu plus ce qu'il avait en tête avec cette question parce que je n'étais pas sûre de bien comprendre. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est est-ce qu'on peut utiliser des automatismes au quotidien pour éviter l'apparition des pensées négatives? Alors déjà, je tiens à dire que je ne suis pas psychologue. Malgré 6 années d'études, je ne suis pas qualifiée pour parler de santé mentale, on va dire. Ce dont je peux parler, c'est de comment établir de meilleures habitudes au quotidien qui peuvent ensuite potentiellement influer sur notre santé mentale et la nourrir. Donc mon élève me disait que par exemple, parfois, il a 15 minutes devant lui
et il a tendance à avoir le mauvais réflexe de glander sur son téléphone, alors qu'il sait très bien que s'il prenait ses 15 minutes pour... Désolée, c'est Tesla qui fout le bordel sur mon bureau. Tesla, pousse-toi un peu. Que s'il prenait ses 15 minutes pour faire un peu de rangement, il s'en sentirait grandi, ou en tout cas, ça lui ferait beaucoup plus de bien à court et long terme. Je pense qu'il y a plusieurs axes à explorer pour ce genre de choses. Le premier axe, ce serait que déjà compter sur la discipline, sur le fait de se dire oui, à partir d'aujourd'hui, dès que j'ai 15 minutes devant moi, je vais faire le ménage et je compte uniquement sur ma discipline pour le faire. C'est voué à l'échec parce que la discipline, c'est quelque chose qui va être fluctuant. La motivation, c'est fluctuant et effectivement, si on ne compte que là-dessus, on est mal barré. Le deuxième axe, ça va être d'explorer les 4 lois du changement de comportement. Donc, on veut que ce nouveau comportement, donc par exemple, voilà, dans l'exemple de mon élève, c'était quand j'ai 15 minutes devant moi, je veux ne pas glander sur mon téléphone et je veux nettoyer la cuisine. Il faut rendre le comportement désiré, évident, attirant, facile et satisfaisant. Pour le rendre évident, on va définir une intention précise en termes de lieu et de temps. Donc, quand j'ai 15 minutes devant moi, à chaque fois que j'ai 15 minutes devant moi, je vais nettoyer quelque chose dans mon appartement. Donc, c'est évident. C'est à chaque fois que j'ai 15 minutes devant moi, je n'ai pas à me poser la question, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je ne planterai pas sur mon téléphone? Est-ce que je n'irai pas à grignoter un bout? Non, j'ai 15 minutes devant moi, intention, je vais ranger quelque chose dans mon appartement. Ou voire même plus précis encore, je vais nettoyer la cuisine, je vais nettoyer la salle de bain, je vais débarrasser la table. Voilà, une intention précise, évidente. Pour le rendre attirant, on peut faire en sorte que quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on aime bien faire, soit effectué en même temps. Donc, par exemple, pendant que je nettoie la table ou que je nettoie une pièce, je vais écouter mon album de musique préféré, je vais écouter mon podcast préféré de ma yogi préférée. Je vais écouter mon podcast, je vais faire quelque chose que j'aime bien en même temps pour que le comportement en question soit attirant. Si par exemple vous avez du mal à vous lever le matin, à sortir du lit, vous pouvez penser, le matin, première chose après le réveil, je vais faire quelque chose que j'adore, quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ça peut être aussi, encore une fois, écouter quelque chose que vous aimez, ça peut être manger quelque chose que vous adorez, ça peut être passer du temps, faire une activité qui vous plaît en fait. Tout simplement pour encourager la motivation. Pour rendre le comportement facile, on veut éviter les frictions. Donc on veut, par exemple, dans le cas du nettoyage, on veut garder, par exemple, les produits de nettoyage à portée, donc juste à côté de la baignoire ou quelque chose comme ça. Juste faire en sorte que vous deviez pas, par exemple, je sais pas, descendre à la cave pour venir chercher votre aspirateur que vous avez rangé dans le fin fond de la cave. Ou bien, à l'inverse, rendre le comportement non désiré difficile. Donc, par exemple, si vous avez tendance à glander sur votre téléphone, vous pouvez télécharger un bloqueur d'applications. Donc, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour mes applications du boulot. J'arrivais pas à ne pas vérifier mes emails le soir. Et du coup, je continuais à travailler, j'arrivais pas vraiment à déconnecter. Du coup, j'ai installé un bloqueur d'application qui fait qu'après 19h30, je n'ai plus accès à mes emails, je n'ai plus accès à WhatsApp, mon WhatsApp Pro. Donc, le comportement non désiré est devenu difficile. Donc, ça peut être quelque chose sur lequel vous pouvez jouer aussi. Et le dernier aspect, c'est donc le comportement désiré doit être satisfaisant. Ça va être, là pour le coup, mon client me disait qu'il se sentait tellement bien après avoir passé 15 minutes à débarrasser son appartement. Donc là, c'est le côté satisfaisant. Et je dirais qu'on peut vraiment amplifier ce sentiment en prenant le temps
de le célébrer, de célébrer cet accomplissement, par exemple dans le cas du nettoyage, à la fin quand on voit la table débarrassée ou la salle de bain toute propre, vraiment prendre un moment pour apprécier, pour s'imprégner de cette sensation d'accomplissement et de satisfaction pour avoir fait ça, pour avoir fait le comportement désiré. On peut aussi utiliser des trackers, donc cocher, donc par exemple avec mes clients, on utilise une application qui fait que quand ils ont accompli leur routine quotidienne, quelle que soit l'habitude en question, ils viennent dans l'application et disent ça y est, je l'ai fait, clac, je coche. Et ils ont du coup sur leur application un truc qui fait bravo, vous avez fait tout ce que vous deviez faire aujourd'hui. Et rien que ça, c'est un petit shot de dopamine et c'est satisfaisant, ça fait plaisir. On a l'impression de progresser, on a l'impression d'avancer. Donc voilà, il y a toutes ces choses à possiblement explorer qui font que ensuite c'est un cercle un peu vertueux qui quand on accomplit le comportement désiré, quand on va dans la voie qu'on aimerait emprunter pour soi, ensuite les pensées négatives vont avoir moins tendance à s'inviter et les pensées positives vont rester là un petit peu plus longtemps. Donc j'espère que ça aide. N'hésite pas à me dire si j'ai répondu complètement à côté de la plaque, mais j'espère que ça aide. La dernière question, qui est une question très sérieuse encore une fois, la dernière question, c'est pourquoi le temps passe-t-il plus lentement en planche ou en DS? Donc la DS, la planche, je pense que tout le monde connaît à peu près de quelle posture il s'agit. C'est quand on est dans cette position avec les mains au sol, cette position de préparation pour faire des pompes. Et la DS, c'est une autre posture debout où c'est en quelque sorte un squat. Un sumo squat, un squat avec les jambes assez écartées et qui donne des sensations assez intéressantes au niveau des cuisses. Donc ces deux postures ont effectivement tendance à ralentir le temps. Alors je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se jouent ici. Le premier, c'est qu'effectivement, il y a une distorsion métaphysique du continuum temporel. Et le deuxième, c'est aussi que j'ai tendance à compter très lentement et à parler, à essayer de vous divertir lorsqu'on est dans les postures de ce genre. Et du coup, je vous dis 5 respirations, mais ça en devient 14. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi. Mais c'est très bien pour vous et je suis sûre que vous le sentez ensuite, qu'il y a ce côté satisfaisant dont je parlais tout à l'heure, d'avoir accompli quelque chose de difficile, mais de si nourrissant au fond. Voilà. Bon, je suis ravie d'avoir pu répondre à ces questions. Ça fait déjà 13 minutes que je babelle. Si vous avez des questions, d'autres questions que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les envoyer. Donc, mes clients peuvent me les envoyer dans le check-in de toutes les semaines. Et si vous ne faites pas partie de mes clients, vous pouvez me les envoyer sur les réseaux sociaux, vous pouvez me les envoyer via mon site internet et c'est tout, je crois. Donc n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt, j'espère. Merci.